Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point de presse où nous ferons le bilan de la situation en ce qui concerne l'itinérance à Val-d'Or, le bilan pour l'année 2021. J'aimerais saluer la présence de Monsieur le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, également de quelques conseillers et conseillères municipales et aspirantes à la mairie de Val-d'Or. Donc, merci à vous d'être présents. Je salue également la présence de partenaires. Je vous les présenterai peut-être après, mais dans la salle, je vois Christina Sayer du CISAT qui est parmi nous. Donc, merci d'être là. Ensuite de ça, Colombe, dont j'oublie le nom de famille. Lavallée, hein? Le pire, c'est que c'est ça qui m'est venu en tête. Colombe Lavallée du Centre d'amitié autochtone. Merci, Colombe, d'être présente. Sandra Fortin, du bureau du ministre Pierre Dufour. Ainsi que Daniel Rouillard, président de la corporation rue principale. J'ai presque nommé tout le monde, gens des médias, merci à vous d'être là. Et je vous présente les personnes qui vont prendre la parole ce matin. Isabelle Boucher, qui est directrice générale de la Piole de Val-d'Or. Christine Franqueur, qui est chef de service par intérim, dépendance et toxicomanie et responsable répondante régionale en matière d'itinérance. Quand même. C'est avec plein de synonymes, c'est pas mal ça. Oui, un peu plus long que d'habitude, mais oui. Ça me fait plaisir. Je suis un habitué de moi-même des noms longs. Josette Pelletier, qui est présidente ex-officio de la corporation rue principale. Madame Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone. Quoi, Édith? Merci d'être là. Et Monsieur Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or. Alors, moi, personnellement, mon nom est Paul-Antoine Martel et je suis conseiller en relation avec les milieux ici à la ville de Val-d'Or. Donc, ce qu'on souhaitait faire ce matin, c'était essayer de tracer un peu un bilan des actions qui ont été posées en matière de soutien aux personnes en situation d'itinérance, présenter un peu la collaboration qui a eu cours au courant de l'année 2021, donner un aperçu aussi de ce que c'est qu'est-ce qui se passe en matière d'itinérance, que vivent les personnes dans la rue. C'est une situation qui est extrêmement complexe, qui est multifacette, qui touche une grande diversité de gens et qui implique un grand nombre d'organisations, plein de mesures à gauche et à droite. Résumer ça en une seule personne, ça serait assez difficile. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vous raconter un peu ce qui s'est passé au courant des derniers mois pour qu'ensemble, on y voit peut-être un peu plus clair, mais pour que la population puisse saisir aussi qu'est-ce qui a été mis en place pendant l'été et avoir l'heure juste aussi sur cette situation-là, au-delà de ragots, par exemple, au-delà de rumeurs, au-delà de préjugés ou de perceptions. Alors, on pourrait commencer peut-être en faisant le point sur quelle était la situation de l'itinérance à Val-d'Or au début de l'année 2021. Quel portrait on pourrait dresser de l'itinérance? Je regarde Christine, je regarde Isabelle aussi, qui n'était pas encore arrivée à la Piole à ce moment-là, qui était au Repère, qui est toujours au Repère, un organisme en santé mentale. Mais Christine, si tu avais à nous parler de la situation d'itinérance en janvier, ça ressemblait à quoi? Janvier, presque un an dans la pandémie, c'est certain. Des organismes communautaires qui étaient essoufflés aussi avec les services qui étaient en place. Moi, je suis arrivée en août, donc 6 mois avant. Puis ce qu'on voyait, c'était un nouveau visage de l'itinérance à Val-d'Or. C'est certain que pendant le confinement qui a eu lieu en 2020, les itinérants, c'est juste eux qu'on a vu pas mal au centre-ville avec les commerces, les restaurants qui étaient fermés. Pas des gens non plus qui avaient un endroit pour faire le confinement, donc plus présents dans les ressources. Fait que c'est certain que des usagers qui vivaient de l'itinérance cachée, qui avaient l'habitude de faire du couchsurfing ou des allers-retours dans leur communauté pour les Autochtones, ou en fait de passer par Val-d'Or pour continuer vers les grands centres, qui se retrouvaient un peu de passage ici pour une période plus longue que d'habitude. Donc, on a vu beaucoup de nouveaux itinérants qui arrivaient, certains des grands centres, même à l'intérieur de la région, qui étaient de passage à Val-d'Or. Puis, c'était des usagers qui n'étaient pas nécessairement connus par les intervenants de terrain et que l'intervention prenait un peu un tournant parce qu'avec le confinement, les mesures sanitaires, c'est certain que certains usagers qu'on n'avait pas les mêmes contacts qu'on avait auparavant aussi fréquents. C'est pas des gens qui ont accès à la technologie avec les téléphones. On ne peut pas faire un FaceTime, on ne peut pas faire la téléconsultation non plus. Ils n'ont pas ce moyen-là. Donc, c'était un peu ça qu'on voyait. Puis, de plus en plus présent aussi dans les organismes que avoir un endroit où dormir, c'était une chose, mais qu'il y avait un besoin aussi que chez Willy, je suis certaine qu'il y a eu plus de gens qui fréquentaient le centre de jour parce que, justement, les gens n'avaient plus d'endroit où se réfugier. En gros, c'est ça. Donc, on peut dire que
la pandémie puis les différentes mesures de distanciation sociale, de confinement ont eu un gros impact. Il y a le couvre-feu qui est arrivé aussi à ce moment-là. Oui, en janvier, avec l'annonce du couvre-feu, depuis le début de la pandémie, avec le centre de santé, il y avait le centre d'amitié qui était là, la PIO, la SQ, il y avait le comité SWAT qui appelait que assez fréquemment, là, je n'étais pas là au début, je dirais peut-être aux 2 semaines, qui se rencontraient, voir comment ça va dans vos organismes, est-ce qu'il y a des besoins, comment on peut vous supporter avec ce qui se passe en ce moment, parce que la main-d'œuvre, c'est un enjeu aussi. Le SWAT team, quand il y a eu l'annonce un peu du confinement, on s'est assis avec la SQ parce que les intervenants de terrain, les organismes, il y avait quand même une inquiétude. Est-ce que ça va judiciariser nos usagers parce qu'ils ne seront pas en mesure de respecter le couvre-feu qui est en place, qui était à 20 heures, 20 heures. La PIO qui ouvrait ses services d'hébergement d'urgence à 22 heures. Chez Willy qui fermait, c'est qui venait compléter les heures que la PIO n'était pas ouverte. Fait qu'avec la SQ, ça a été le premier lien qu'on a fait, voir comment est-ce qu'on va gérer cette situation-là. Puis, on a vu que la PIOL était déjà à pleine capacité. On savait qu'il y avait des usagers qui dormaient dans les guichets, qui faisaient le couchsurfing, que les autres étaient de moins en moins à l'aise de les accueillir chez eux parce que là, cette vague-là de janvier, on commence à avoir plus de cas en Abitibi aussi. Aussi, les restrictions pour retourner dans les communautés, les dépistages, les isolements, qu'il y a des usagers qui n'étaient pas en mesure de faire ça aussi, qui se sont retrouvés à Val-d'Or. Donc, on savait que la PIOL était déjà pleine, puis qu'on avait un besoin d'une deuxième ressource parce qu'ils ne pouvaient pas augmenter le nombre de places. Et c'est là que l'initiative du site de débordement a été mise en place pour avoir un deuxième lieu. Puis il y avait des usagers qui n'allaient pas à la PIOL par crainte de croiser quelqu'un avec qui était en conflit, un agresseur. Il y en a qui ont des conditions légales aussi qui ne peuvent pas être en lien avec certains usagers. Fait qu'avoir un deuxième site, ça a permis de répondre à ce besoin-là avec le couvre-feu. Puis même quand on a su que les itinérants seraient exemptés de ce couvre-feu-là, bien, le besoin était là pareil d'avoir un autre lieu pour les accueillir. Ça représentait combien de personnes? Je sais que tu n'étais pas présente, Isabelle, mais... Moi, je raconte ce qu'on me raconte. Et tu le fais très bien. Mais ça représentait combien de personnes? À quel point c'était rempli à la PIOL? Bien, nous, normalement, on a une trentaine de personnes, puis là, on pouvait n'en accueillir que 15. C'était toujours complet. Puis je sais que le site de débordement, c'était la même chose. Puis c'était des gens dans les corridors, des gens dans la salle à manger en haut, partout. Oui. Là. Parce que la descente d'escalier. Ouais. La PIOL a vraiment maximisé le nombre de places en mettant des matelas dans les milieux de vie, en vraiment prenant des espaces de bureaux d'intervenants. Là, c'était plus aussi de locaux à couvrir pour la surveillance, parce qu'ils étaient un petit peu partout dans la PIOL. Puis là, ce que ça l'impliquait aussi pour eux, c'était plus qu'un service de déjeuner. Il fallait qu'ils réveillent comme en batch parce que c'était le temps qui était possible d'accueillir dans la grande salle pour le déjeuner. Fait que ça venait de la gestion qui était quand même... Avec toute la distanciation, les mesures. Les services étaient beaucoup plus lents. Là. Servir les repas, c'est 4-5 tablés. Les déjeuners, c'est ça. Donc, c'est le confort de la clientèle aussi. Si je les éparpille puis qu'ils sont à la lumière puis les surveillants qui passent, ça fait des usagers qui ne sont pas contents. Confort et dignité aussi. Donc, il y a une décision qui est prise d'ouvrir un site non traditionnel qu'on appelle donc au sous-sol de l'église Saint-Sauveur. Combien de personnes peuvent être hébergées là? On a 20 matelas. Là, on en accueille 15, possibilité de rajouter des matelas au besoin jusqu'à 20 personnes. Donc, chaque soir, c'est autour de 15 personnes qui sont accueillies. Puis à la PIOL, pendant ce temps-là, il y en a... Pas mal la même chose. Autour de 15 aussi. Donc, c'est une trentaine de personnes par soir, 30 à 40 personnes par soir qui sont accueillies. Oui, il y a des nuits que la PIOL va jusqu'à 26 par certains moments. Mesures, pas trop, là, mais on a atteint 20 facile. OK. Ça représente combien de personnes? Ça, c'est une question qu'on entend des fois. Est-ce que vous êtes capable de mettre un chiffre là-dessus? Ça représente combien de personnes, l'itinérance à Val-d'Or? Puis là, il y a l'itinérance cachée que c'est difficile de chiffrer. Donc, les gens qui vont se promener d'une résidence à l'autre chez des amis. Mais dans les gens qui utilisent les services, disons, de la PIOL ou encore du site non traditionnel? Bien, on a 150 personnes qui gravitent autour de la PIOL. Tous services confondus. Par année? Ou des gens qui utilisent le dortoir, oui, par année. C'est pas tout en même temps, bien évidemment. Donc, 150 personnes différentes qui peuvent utiliser vos services. Puis un recoupement avec celles que vous accueillez chez vous aussi. On avait calculé environ 100 usagers qui avaient utilisé les services de l'Église depuis le début, mais certains, c'était une nuitée. Il y en a qui sont de passage aussi, qui quittent. Puis on a comme un noyau de nos réguliers qui sont là, mais ça va être changeant aussi, là. Bon. Puis, juste pour résumer, le site non traditionnel, c'est opéré par le CISAT. Oui. Donc, à 100 %. Ça inclut, les gens arrivent là, ils prennent une douche, mangent une soupe,
Puis ensuite de ça, ils peuvent dormir au chaud. Ils sont pas là pour jaser, ils sont vraiment là pour... On jase. Ben, ils jasent, mais ça jase pas longtemps de ce que tu disais à un moment donné. Ils sont fatigués. C'est ça. C'est ça qu'on a remarqué avec la Piole, avec le confinement. La Piole a décidé, avec le couvre-feu, d'ouvrir à 21h30 le dortoir à place de 22h. Puis nous, on s'était questionné sur des heures d'ouverture avec le site non traditionnel. Puis on s'est dit, bon, on va essayer 19h30 le soir à 7h le matin. Puis ça se remplit vers 20h, 20h30. Souvent, les lits sont pleins, puis les gens dorment et ça ronfle. Ils sont fatigués. Et qu'ils ont un besoin d'un endroit où est-ce qu'ils peuvent se déposer. Puis on voulait faire le même modèle que la Piole qui était, on arrive, on prend notre douche, il y a une soupe qui peut être servie, puis après ça, c'est le dodo. Le lendemain matin, ils ont le déjeuner aussi qui est servi. Puis, on s'organise pour que les intervenants soient là. Moi, j'ai mon équipe du PPCMA, de la proximité qui vient faire un tour une fois de temps en temps pour jaser avec eux aussi. Puis ça nous permet de voir des usagers qui ne gravitent pas nécessairement vers les services non plus, puis de faire le lien avec les intervenants aux besoins. Puis c'est important pour nous d'avoir le même modèle que la Piole pour pas que ça devienne... que ça soit la même séquence, c'est ça, que nos services se ressemblent, puis pour pas qu'ils choisissent un service. Puis que magazine. Oui, puis de dire aussi éventuellement l'église ferme, puis que ça retourne tout à la Piole, mais qu'ils soient habitués du modèle de fonctionnement. Okay. Dans cette offre de service-là, il y a également Shewilly qui joue un grand rôle. Shewilly a connu une année un peu mouvementée. Ça avait été le cas l'année précédente aussi, en passant du lieu d'origine de Shewilly sur la 4e avenue au marché public, à la place Nico Eagle, puis ensuite de ça jusqu'au club des aînés. Si tu avais à résumer, Edith, ou si vous aviez... Non, on peut se tutoyer, je pense, on ne comptera pas de joke. Là. Si tu avais à résumer comment s'est passée l'année pour Shewilly, Edith, qu'est-ce que tu en dirais? Et d'abord, merci de cette opportunité de nous permettre de mettre de l'avant les initiatives collectives de lutte à l'itinérance. Saluer aussi le travail de nos partenaires, saluer le travail des gens du centre-ville, de vouloir faire partie de la solution. On aura certainement des opportunités d'échanger davantage. Aussi remercier la ville de Val-d'Or qui, dans le confinement, le grand confinement, a appuyé le centre d'amitié dans la relocalisation de Shewilly. Ça a demandé beaucoup de réactions rapides. Saluer le travail du personnel. Le centre d'amitié, on parle de Shewilly, mais c'est un volet de service du centre d'amitié autochtone, a jamais fermé ses portes depuis qu'il existe en 2015. Et on s'est relocalisé, mais tout le temps du confinement. On a maintenu nos services dans un contexte que vous connaissez. Alors, aussi saluer le travail de nos équipes là-dessus, parce que les gens ont continué de travailler. Des données statistiques, je peux vous les donner. 2021, nous, c'est du 1er avril au 31 mars pour notre lieu de répit Shewilly. Il y a une fréquentation dans une année et on a eu des entrées. Là. Donc, une personne peut venir plusieurs fois. Il y a eu 14 951 entrées du 1er avril au 31 mars 2021. On a dénombré 387 personnes différentes. De ces personnes différentes, 52% sont des membres de Premières Nations. Et donc, vous comprendrez que l'autre portion, ce sont des allochtones. Il faut comprendre que les heures de Shewilly étaient extensionnées pendant le confinement. Et donc, et on a été pendant le confinement le seul organisme ouvert autre que les services là, de première ligne. Alors, voilà pour le portrait d'une année. Vous dire aussi que Shewilly fait partie d'une offre de... Tu avais expliqué c'était quoi Shewilly? Disons, les gens pouvaient se rendre là pour... C'est un lieu où on vient se déposer un peu, c'est un répit. Ce n'est pas un centre de jour pour personnes itinérantes. Un centre de jour, c'est un lieu où tu as de l'animation, de l'interaction. Shewilly, et puis on a pu le ramener à son mandat premier,
qui est un lieu de répit, donc aussi un lieu à haut seuil d'acceptabilité, c'est-à-dire que les gens peuvent venir intoxiqués donc on offre un répit de jour, les gens peuvent venir se reposer, c'est un endroit calme, c'est aussi un endroit pour obtenir des services à travers les services du centre d'amitié. Une porte d'entrée, si on veut. C'est un lieu de répit. Ouais. C'est donc c'est pas un milieu de vie. C'est justement pour permettre aux gens d'avoir recours peut-être à des intervenants selon les besoins. Ce qu'on a complémenté dans la dernière année au Centre d'amitié, c'est que la petite maison qui était initialement chez Willy est convertie en un centre de service où on offre 2 avant-midi par semaine de l'aide à du démarchage, de l'aide cléricale pour des cartes d'identité, des gens qui ont des appels à faire. On peut y rencontrer notre avocate. On peut, les gens qui peuvent avoir qui ont besoin d'être conseillés sur le plan des démarches judiciaires. Donc, on a vraiment élargi par l'offre de services du centre, des services de première ligne qui répondent justement à la problématique, on dit itinérance, mais aussi des personnes en grande vulnérabilité qui ne sont peut-être pas visibles dans la rue, mais qui sont des gens fragilisés dans le cadre, de par leur fragilité en hébergement ou qui n'ont pas d'appartement stable. Alors, ça s'est ajouté dans une réorganisation de services que le centre a fait. Donc, on couvre beaucoup plus large qu'un lieu de répit. On travaille aussi en amont auprès des personnes fragilisées et vulnérables en faisant de l'accompagnement aussi médical. On a aussi une clinique en santé autochtone. On a le docteur Venn qui pratique au Centre d'amitié et qui va dans les milieux rencontrer les gens pour des examens médicaux. Mais on a aussi les gens qui viennent nous voir à la clinique du Centre d'amitié autochtone. On a aussi contribué à la vaccination. Pendant la COVID, le centre d'amitié a été un lieu de vaccination. Et donc, ça a facilité aussi pour les personnes autochtones l'accès à la vaccination dans un milieu sécurisant sur le plan culturel. Et on a pu collaborer avec les partenaires à rendre la vaccination accessible aussi pour les personnes de la rue. On a pu aussi, pendant la pandémie, mettre en place, dans la dernière année, un plan de sécurité alimentaire, autant pour les familles autochtones qu'on dessert. On a mis en place la livraison de nourriture dans les familles, mais aussi à préparer des boîtes à lunch pendant une certaine période de temps pour les gens qui fréquentaient chez Willy. Donc, c'est important aussi, dans ce contexte-là, d'assurer une stratégie en ce sens. Chez Willy et à travers l'intervention de première ligne du Centre d'amitié, on a fait des accompagnements dans le deuil. Il y a eu des décès pendant la pandémie, pendant les mois de gens fragilisés dans la rue. On les connaît, on les côtoie et ça a fait partie de notre démarche de rejoindre les familles dans les communautés, d'accompagner les familles à travers tout ce qui compose ce type de situation malheureuse qui arrive. Puis en temps de pandémie, les personnes de la rue, bien, vous comprendrez qu'on est aussi devant des situations assez particulières. Alors, ça fait partie aussi de ce qu'on a eu à mettre de l'avant, qu'on n'avait pas à faire de façon systématique. Alors, on a fait ça. Si je m'en tiens à ce qu'on a fait dans la dernière année. Alors, voilà. Good. Donc, le Centre d'amitié qui est un maillon important aussi dans tout cet écosystème-là de soutien aux personnes itinérantes. On a parlé... Il y a différents impacts de la situation de l'itinérance. On ne se cachera pas que le plus préoccupant, c'est les gens qui traversent cette situation-là puis qui ont à survivre un peu dans le contexte. Mais il y a toutes sortes de retombées sociales aussi.
Il y a des gens en grande détresse qui fréquentaient le centre-ville à une époque où on ne pouvait pas aller au centre-ville, en raison parfois de la température, en raison aussi de certaines mesures de distanciation sociale, très peu d'activités organisées, par exemple, au centre-ville, un couvre-feu. Donc, ça a donné lieu à certains débordements ici en ville. On ne se le cachera pas, il y a eu des publications sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a eu du vandalisme, de la pollution, il y a eu des débris qui ont été laissés. Oui, d'une part par les personnes en situation d'itinérance, mais si je prends le parc du Mai, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes du secondaire qui venaient manger là aussi et qui laissaient traîner leurs déchets après leur repas. Il y a eu, en raison, là, je suis en train d'essayer de résumer ce qui a pu se passer pour avoir comme impact là, sur le centre-ville, puis peut-être que Josette pourra compléter après, mais il y a eu aussi, en raison des mesures de confinement, de distanciation, c'était plus difficile pour des personnes qui n'ont pas d'endroit où aller pendant la journée d'aller d'aller se soulager, les besoins de base. Donc, ça a donné lieu à une problématique qui existait jadis, mais qui a été exacerbée cette année. Des gens qui se soulageaient un peu partout où ils pouvaient le faire, en pleine nature, en plein centre-ville. Donc, tout ça a généré son lot de tensions, son lot de préoccupations, et ça prenait une réponse à ça. Malheureusement, la Sûreté du Québec n'a pas pu être présente, mais c'est une organisation qui a été beaucoup sollicitée à ce chapitre-là. La Ville aussi a été sollicitée. Josette, qu'est-ce que les marchands du centre-ville, parce que Josette est avec Rue Principale, donc ça représente un peu les marchands du centre-ville, en partie, l'embellissement, l'animation du milieu aussi. Qu'est-ce que les gens remarquaient? Qu'est-ce que les gens te disaient? Bien, les gens en avaient leur voyage parce que c'était vraiment difficile. On a passé un hiver l'an passé qui était très difficile. Les commerçants avaient les itinérants dans le commerce qui essayaient de rentrer. Il y a eu toutes sortes de choses que, à l'été, là, tout le monde était rendu à bout. On ne pouvait plus continuer comme c'était là. On nous faisait de la pression. La population était insécure au centre-ville. Ça fait longtemps qu'on nous le dit, mais on disait toujours, c'est pas si pire. Mais avec la nouvelle vague d'itinérants, c'était vraiment là, quelque chose. Alors, c'est certain que Corporation Rue Principale, on s'est réunis et on a décidé qu'on mettrait premièrement des gardiens dans le parc Albert-Dumais et dans le parc Lapointe, avec la collaboration de la Ville. La Ville a collaboré. Ils nous ont aidés à financer ça parce que c'est là qu'on voit où ça se ramasse l'après-midi. Et c'est dangereux, il y en a des agressifs, il y a toutes sortes de choses. Mais le but, c'était pas de chasser les gens. Là. Non, on va s'entendre là-dessus. C'était de faire respecter les règlements qui étaient inscrits, notamment sur la consommation d'alcool sur les lieux. Absolument. C'est de respecter les règlements. C'est que quand ils s'en viennent dans le parc, qu'ils aient la même attitude que nous autres, ceux qui ne sont pas itinérants. Mais les itinérants ne sont pas juste autochtones, ils sont blancs aussi. Ça, il faut le dire parce que c'est certain que des fois, ils sont en majorité, il y en a beaucoup, mais c'est pas juste ça. C'est toute l'itinérance, nous autres, qui nous travaillaient, et les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Parce qu'on vit aussi avec ça au centre-ville. Alors, c'est là qu'on a décidé qu'on ferait un comité qui a été formé de Stéphane Grenier, parce que c'était lui qui nous a aidés à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les avenues qu'on a. Les dépanneurs en avaient aussi, ils étaient toujours dans les dépanneurs, ils se faisaient voler, c'est très difficile pour eux autres. Alors, j'ai fait avec Dominique Marchand et son conjoint, qui ont 6 à 7 dépanneurs, ils sont venus à la première rencontre, et là, c'est là qu'on a décidé qu'on porterait des actions. Alors, et aussi avec les gardiennes qu'il y avait dans les parcs, parce que ces filles-là, il y en a une, c'était comme une travailleuse de rue. Elle, là, elle était très importante dans le processus qu'on a fait parce qu'elle nous tenait au courant des problèmes qu'il y avait, des discussions qu'elle avait avec eux autres. Et ça nous a beaucoup aidé. Alors, le comité il est formé des trois dirigeants de la SQ ici à Val-d'Or, Stéphane Grenier, il y a 4 représentants des dépanneurs et nous autres, on est 2 de Rue Principale, mon président et moi qui est à la table. Alors, on a décidé ensemble de limiter la teneur en alcool de la bière vendue dans les dépanneurs et les épiceries. Et on a demandé, parce qu'eux autres, ils nous ont aidés là-dedans, ces 4 dirigeants-là. Alors, ils nous ont demandé de faire le tour. On a fait le tour et c'est là qu'est né le nom de notre comité, Solidarité Itinérance. Parce qu'on a été solidaires, les épiceries et tous les dépanneurs de Val-d'Or,
Ils sont solidaires. Et la SQ, dans les premières semaines, tous les dimanches, faisait le tour de tout. Elle s'occupait beaucoup des toilettes parce que pour pas qu'il reste du monde là, qui soit malade ou qui soit. Parce que au bout de ça, là, nous autres, on le sait que c'est des humains, puis ça nous touche aussi. Là. Mais on est tannés, il faut qu'on fasse de quoi. En ville, les commerçants nous poussaient, on ne savait pas vraiment quoi faire. Fait qu'on a commencé par ça. On a déjà eu, ça a bien été, on fait le tour à tout moment. Et Julie, qui est au centre ici communautaire. Julie Bouvier du poste de police communautaire mix autochtone. La police. Elle fait le tour le dimanche pour voir comment ça va. Puis souvent, elle a fourni du lunch aux itinéraires parce qu'en faisant ça, on savait qu'il y aurait un problème. Parce que c'est des alcooliques, alors on sait qu'on ne peut pas tout couper. Alors, on a dit, on va éliminer celle qui fait le plus de mal à ces personnes-là dans leur santé. C'est ça qui a été notre première... ça a été vraiment un été difficile, mais avec le temps, on s'est mis à les mettre... Ils sont venus avec nous autres. On a eu quelques spectacles, puis on les a laissés venir. Ils sont venus danser avec nous autres. On les a laissés faire. Oui. J'espère. C'est un droit d'être là. Ils étaient corrects. Mais... Donc, l'idée, c'était de se concentrer sur les comportements qui allaient à l'encontre des règlements, mais il y avait des personnes en état d'ébriété, ils ont le droit d'être là, puis s'ils ne dérangent pas. Donc, le but, c'est de trouver l'équilibre entre essayer de réprimer les comportements qui sont nocifs, mais aussi avoir une certaine tolérance envers les gens. Tu dis, c'est la première action qu'on a mise en place. Oui. Ces gens-là sont prêts, les marchands du centre-ville sont prêts à en mettre d'autres en place, des mesures, sont prêts à contribuer à la solution. C'est ça que je comprends. Ils veulent bien contribuer, mais là, il y en a qui sont rendus enragés. Là, mais ils ne savent pas toujours comment non plus. Ils ne savent pas plus comment. Ils ne savent pas plus comment. Là, c'est certains qui font des pressions un peu partout. Parce que, je vais vous dire, c'est très délicat. C'est difficile, c'est délicat. Moi, je comprends les autres, le CISAT, puis mon ami, je comprends très bien leur manière de penser, puis je sais, ils vivent avec eux autres. Mais nous autres, il faut que quelqu'un aussi nous écoute. Puis, en ville, on trouvait qu'on n'avait pas d'écoute. Alors, on travaille avec la ville beaucoup. M. Corbeil nous a beaucoup aidés. Et moi, j'ai toujours un lien avec Marc-Antoine pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est où que ça va, les dossiers avec la CISAT. Il faut qu'on l'ait aussi, ce dossier-là. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Moi, si je peux me permettre, moi, je trouve que effectivement, que les gens du centre-ville, que les gens d'affaires souhaitent faire partie de la solution. Je salue cette initiative. Toutefois, le Centre d'amitié autochtone se dissocie de cette stratégie d'éliminer la 10.1, en ce sens que c'est pas qu'on ne veut pas contribuer à votre solution, mais justement, si on ne travaille pas ensemble, vous l'avez dit, solidarité, itinérance, signifie de travailler en concertation avec les acteurs clés pour comprendre la problématique de l'itinérance. Il y a des problématiques d'intoxication. On sait que le centre-ville et la problématique liée à la 10.1 est une problématique qui touche les Autochtones en situation d'itinérance. Alors, dans cette perspective-là, le danger, c'est d'avoir un glissement dans ce qui peut être appelé un profilage social autour, parce qu'on cible des personnes qui sont dans des contextes de vulnérabilité, où ce sont des personnes en situation d'autorité qui mettent en place des mesures de façon unilatérale sans interagir avec les personnes elles-mêmes. C'est un problème. On est d'accord, il y a des réalités, il y a une réalité autochtone. La réalité autochtone de l'itinérance est différente de la réalité non autochtone. L'actualité nous a plongé devant les impacts intergénérationnels des pensionnats indiens. On n'a pas encore fait de fouilles ici à Saint-Marc, mais il faut comprendre qu'il y a une réalité sociale aujourd'hui qui se traduit dans cette réalité historique des pensionnats, et on est sur un territoire Anishinaabe non cédé où a été construit un pensionnat indien. Alors pour moi, être assis ici, encore là, les gens du centre-ville, les gens d'affaires, nous sommes ouverts à travailler ensemble des solutions, mais il ne faut pas infantiliser les gens. Les gens ont des choses à dire. Ah ben là, et je veux juste
J'éclaire sur ce point-là parce que... Non, Mais c'est pas un débat sur Non, l'itinérance c'est et ses pas un débat. solutions, c'est une mise au point et un portrait. je veux juste Alors, savoir merci. qui va nous aider. On va vous aider. Mais On va ça, vous aider. bon, vous voyez, ce qui est formidable, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. On en a une preuve ici. Puis, tu sais, on pourrait tenter de cacher puis d'étouffer, mais vous voyez, il y a une discussion. Ils sont assises une à côté de l'autre. Il y a ça aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ben, Non. même pas. Je suis pas assez intelligent pour ça. Mais- c'est pas autre, alors. Mais je veux juste dire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une volonté de travailler ensemble. Il y a des choses qui sont tentées. Moi, j'ai déjà vu des reproches se faire dans des contextes. En fait, là, on reproche de vouloir trop bien agir, mais un peu croche peut-être. Il y a une volonté d'ajustement que je sens de part et d'autre chez les partenaires. Puis je sais qu'il y a moyen de faire des ajustements. Puis je sais que c'est ce qui va arriver parce qu'on est dans ce mouvement-là aussi. Mais c'est le fun d'avoir l'illustration de ça ici, qu'on peut avoir des désaccords, mais on peut quand même discuter et faire partie de la même équipe. Mais il faut avancer. Il faut On a avancer. déjà essayé. Hey, mais on est en mouvement, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Je tiens à dire que dans la ville, dans notre humble soutien qu'on offre à la situation, il y a deux toilettes chimiques qui ont été installées par la ville et qui ont été entretenues aussi à nos frais. Ça a été notre contribution. C'est pas l'idéal, mais il reste que ça a permis de faire réduire l'incidence aussi des situations d'insalubrité au centre-ville. Et il semble que ça a été apprécié par la clientèle. C'est les échos qu'on a eu de la part des intervenants. Donc, on a vu une différence aussi On au avait une grosse centre-ville. différence dans les exprimants, là, parce qu'on avait tout le monde sur notre perron. Là, fait que c'était les commerçants aussi, ça, celui-là. Là. Donc, puis on avait demandé de consulter les personnes aussi en situation d'itinérance pour savoir où est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir ça. L'idée, c'était de trouver un lieu accessible, mais pas en pleine rue, mais on en a mis une face au parc La Pointe, bien dissimulée sous un arbre, donc ça fait le travail à ce moment-là. Juste dire, la situation a évolué pendant l'été. On a vu des changements quand même avec la fin de l'été. Il y a une réponse assez rapide qui s'est organisée. Dans les défis qu'on a, c'est de maintenir le site non traditionnel. Je vous regarde, mesdames, ce site non traditionnel-là qui se trouve au sol de l'église. Qu'est-ce qui l'attend à court, moyen terme? Mettons à court terme. Court terme. Mais c'est certain- Aujourd'hui, mettons. Là, Il va durer, là. OK, À court parfait. terme, il va durer. C'est certain que quand il a été mis en place en janvier, le ministère avait été clair que c'était dans le but qu'éventuellement il y ait une transition vers le communautaire. On est très conscient que les organismes communautaires sont débordés, que la pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Question monétaire aussi, hein, il y a des frais associés au salaire, le logement qui est présentement payé à la fabrique pour maintenir ça. Donc, la demande a été faite au ministère par le financement pour la fiole, mais tant et aussi longtemps que les mesures sanitaires vont être en place, le CITAD va maintenir son soutien à ce niveau-là. On souhaite transitionner tranquillement vers une co-gestion dans le but d'avoir une réponse positive du ministère pour que la fiole reprenne ça, mais c'est certain qu'on ne veut pas que ça soit une surcharge non plus pour le communautaire, donc qu'on reste là. Pour le moment, les employés sont là, ça va bien, les horaires, on cherche peut-être à faire du pairage, qui est des employés de la fiole qui viennent à l'église et vice-versa pour qui commencent à s'habituer à ces sites-là. Mais c'est certain que tant que les mesures sanitaires sont en place, que du côté du site, que c'était clair que la gestion continuait, mais toujours dans le but que ça soit repris par le communautaire éventuellement. Éventuellement. Donc, ça va être travaillé ensemble entre la Piole et le CISAT. La Piole, c'est quand même une période assez intense, la Piole. Il se construit en ce moment le château de Marie-Ève qui va s'ajouter un peu dans cet écosystème-là de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou entre deux. Juste rappeler rapidement, c'est quoi le château de Marie-Ève, peut-être? Parce qu'on entend en ville, ah non, il va y avoir un autre refuge pour itinérants à la 3e avenue. Non, ça va être des logements supervisés. Le but, c'est d'offrir une autre étape dans le cheminement des gens qui sont itinérants, qui vont passer du dortoir, ensuite être résidents, accompagnés dans le milieu de vie, puis éventuellement dans un appartement. Donc, ça, c'est combien d'unités qui sont construites dans le château de Marie-Ève? 40.
40. J'étais plus sûre. J'allais C'est la dire question quiz. mais excusez-moi, je suis nouvelle dans le dossier, puis c'est même pas mon dossier, c'est celui de mon président Stéphane. Puis ce besoin-là, on le voit avec vers un chez soi qui a un financement qui est offert par le fédéral. Il y a eu un financement COVID qui a été offert, puis les ressources d'hébergement sur le territoire. Il y a 3 ressources qu'avec ce financement COVID-là, on fait la demande pour avoir des logements de transition parce que même si on place ces usagers-là en logement, on réalise que souvent c'est un échec parce que ils ont pas, le soutien n'est pas tant là. C'est des gens qui ne savent pas nécessairement transformer leur nourriture, gérer leur budget, des choses comme ça. Fait que c'est comme un pas pour vraiment l'autonomie de la personne pour qu'elle arrête d'être toujours porte tournante dans nos services. C'est de l'outiller à être autonome et de vivre une réussite en logement, parce qu'à force de vivre des échecs, ça nous tente un peu moins de se mobiliser aussi. Fait que ça va permettre ça pour des usagers qui sont connus. Puis je vais prendre la balle au bon parce que dans la dernière année, le Centre d'amitié en appui avec la Ville de Val-d'Or a un projet, une initiative d'habitation communautaire autochtone, donc l'élargissement des solutions à l'itinérance, donc la construction de logements de transition. Nous avons soumis la demande à la Société d'habitation, à la SCHL. Également, dans le programme Accès-Logis, on a 20 unités qui nous ont été réservées. Donc, c'est le 2e projet d'habitation communautaire autochtone porté par le Centre d'amitié à Val-d'Or. Et donc, ça vise d'entourer les gens autour des services avec une programmation qui est culturellement pertinente et sécurisante, donc une offre de services culturelle et de guérison qui va aussi venir soutenir les personnes qu'on va sortir de la rue et qu'on va aussi offrir du logement. On attend une réponse en décembre et donc nous sommes confiants. On est dans la 2e ronde actuellement. Donc Anwatan Miigwech, qui veut dire la maison de la paix. Pardon, les eaux. C'est la maison de la paix, mais c'est les eaux calmes. Donc, Anwatan Miigwech, les eaux calmes, 20 unités de logement de transition pour personnes autochtones, femmes, hommes. Et donc, ce sera, espérons, notre cadeau de Noël en décembre. Souhaitons. On parle donc d'une 60aine d'unités. En conclusion, vous voyez qu'il y a une mobilisation qui existe. Il y a beaucoup de travail qui se fait entre les organisations. Il y a la Sûreté du Québec, donc, qui ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui. Vous pourrez les contacter, gens des médias, si vous souhaitez avoir plus de détails. Mais il y a un travail, je regarde Christine, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'EMIPIC, donc qui est l'équipe mixte là, avec des intervenants communautaires et des policiers qui travaillent ensemble, qui patrouillent, qui échangent. La police, c'est pas une police répressive, c'est une police plus qui accompagne les intervenants, qui peuvent se rendre, désamorcer des situations. Donc, quand les gens se demandent ce qu'ils peuvent faire, déjà juste de voir la dignité des personnes qui sont dans la rue, ça, c'est une première étape. Deuxième chose, peut-être tenez votre environnement propre, occupez votre centre-ville, ça en fait partie aussi, ça a l'air bête, hein, mais quand on est là, quand on a des yeux sur place, les comportements qui sont, je veux dire, déviants ou les comportements qui sont nocifs diminuent, c'est reconnu. Ensuite de ça, vous pouvez signaler des situations à la Sûreté du Québec. Pas pour qu'il y ait répression, parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives avec le PAGE ou avec le PAGIC, qui sont des programmes d'alternatives à la justice, puis d'alternatives à l'emprisonnement, mais parce que la Sûreté du Québec reçoit les appels et peut déployer l'équipe de l'EMIPIC pour aller intervenir d'un point de vue social. Le but, c'est pas de donner des tickets à tout prix. Fait que ça, c'est important de savoir. Puis il y a des gens auprès de qui la Sûreté puis l'équipe du PPCMA ne peut pas intervenir si la personne refuse de coopérer, mais s'il y a un signalement qui est fait, là, ils ont le droit d'insister pour s'entretenir avec la personne. Donc, ça vaut la peine de signaler ces choses-là. Ça ne veut pas dire que la personne va avoir un ticket, donc vous ne punirez pas la personne d'être une personne itinérante ou d'avoir des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Donc, de signaler les cas à la Sûreté du Québec, c'est important de le faire. Puis, pour ce qui est des commerçants, des gens d'affaires, eux aussi, de faire valoir leurs idées, de faire valoir la situation, c'est important de le faire. C'est important de s'exprimer là-dessus. Mais Val-d'Or a su réagir à la situation parce qu'il y avait une collaboration qui existait entre les différents organismes. Je laisserai la parole à M. Corbeil pour le mot de la fin. Possiblement dans les dernières fois où vous aurez à intervenir à ce sujet, Monsieur le maire. Il reste-tu de quoi rajouter? J'allais dire soit profitez-en ou patience, ça achève, je ne sais pas. Alors, bonjour tout le monde, membres des médias, merci d'être là aujourd'hui.
Le prétexte de cette rencontre, c'est qu'on est aujourd'hui la 32e édition de la Nuit des sans-abri. Et le thème cette année, c'est l'itinérance, voir derrière les apparences. Si je peux élargir ce thème à nos particularités valdoriennes, je dirais l'itinérance à Val-d'Or, mythe et réalité. Je pourrais même ajouter, n'ayez pas peur, parce qu'ici, on travaille dans la sensibilité, dans les perceptions, dans le discernement, et c'est pas toujours évident. Je voudrais d'abord souligner la mobilisation des intervenants, ce qui permet d'avoir une lecture, un portrait qui reflète notre réalité et qui nous permet de poser des gestes rapidement face à des situations qui sont délicates et particulières. Et notre contribution va bien au-delà d'installer des toilettes chimiques au centre-ville. Dans un contexte de pandémie, est-il nécessaire de le rappeler, la situation a sans cesse évolué. Les mesures de distanciation, le confinement, les fermetures, les heures réduites d'ouverture, les restrictions d'admission, tout ça s'est additionné, même Mère Nature s'en est mêlée. Il fait beau depuis la mi-avril. Ça se prête bien d'être à l'extérieur, dans les parterres, dans les parcs, dans les espaces publics. Il fait beau. Les lacs sont calés depuis la mi-avril. Puis, savez-vous une chose? Il fait encore beau à mi-octobre. Alors, quand je dis que la température s'en est mêlée, c'est que c'était propice à être dans l'espace public, d'autant plus que les espaces privés étaient plus ou moins accessibles. Tout ça pour dire qu'on est constamment en adaptation. On s'ajuste, puis on pose des gestes en fonction de l'évolution de la situation et des différentes clientèles. C'est du cas par cas. Miigwech, merci pour votre engagement, votre contribution au mieux-être des personnes qui vivent dans la précarité au quotidien. J'invite la population à élargir ses horizons, sa vision. Personne n'est à l'abri. Pensons à eux autrement. La porte-parole de cette 32e édition est Mme Francine Ruel. Elle nous livre un vibrant témoignage dans le cadre de cette 32e édition. Elle sait de quoi elle parle. Elle est directement concernée par la situation de son propre fils, d'où, je le rappelle, personne n'est à l'abri. On, depuis le début que je vous parle, inclut la Ville, qui est un partenaire engagé à part entière dans toutes les démarches, engagé soutien financier à la fabrique pour le site d'hébergement non traditionnel, installation de douches en urgence, justement pour qu'ils puissent maintenir un certain niveau d'hygiène. Les toilettes, on en parle au centre-ville, soutien à la PIOL, participation au comité stratégique et soutien financier à la Corporation Rue Principale pour avoir eu des personnes comment je pourrais dire ça, gardiens de sécurité, si on peut résumer ça simplement. Mais les signalements qu'on a, on est à l'écoute par l'entremise de tous les intervenants avec les tables, par l'entremise de Paul-Antoine. Les signalements de toute nature, là, je ne parle pas ici d'une personne, je parle de situation. Vous savez que le confinement et son parallèle, le déconfinement, à un moment donné, un cri d'alarme, halte là, le parc Albert-Dumais, le parc Lapointe, c'est devenu des sous. C'est facile, on va mettre ça sur le dos des itinérants, ça va vite. C'est réglé, ils ont le dos large, allons-y. Pour s'apercevoir, parce qu'on a mis des gens qui ont décidé de surveiller les lieux, que c'était nos étudiants, qui eux autres aussi déconfinés. Retour à l'école autrement qu'en virtuel, en présentiel, débarquaient de la polyvalente, du transit et de toutes nos écoles alentours pour venir s'approvisionner au centre-ville, manger, et laisser les déchets dans l'espace public. Alors, on a fallu ajouter du nettoyage de l'espace public
avec des équipes spéciales, additionnelles, pendant tout l'été, du lundi au vendredi, autour de l'Hôtel de Ville, autour du parc Albert-Dumais et dans le parc La Pointe. C'est une autre contribution de la Ville. Alors, quand je dis « on », la Ville est partie à cette démarche avec la PIAUL, le CISAT, qui, soit dit en passant, est toujours en attente d'un financement stable et prévisible, d'une demande déposée au mois de mai dernier devant le gouvernement du Québec. Elle est toujours pendante ou à l'étude par le ministère. L'INSQ, le PPCMA et la brigade EMIPIC, rue principale, la paroisse de Val-d'Or, le Centre d'amitié autochtone. Merci. Merci tout le monde. Miigwech. J'aurais envie de faire un clin d'œil, puisqu'on parle de Nuit des sans-abri, à Mme Alexandra Daou, fondatrice de la PIAUL. Poursuivons son œuvre auprès des personnes qui sont défavorisées. Et on se donne rendez-vous à la place Saint-Nicolas pour la Nuit des sans-abri 2021. Merci tout le monde de votre attention. Si vous avez des questions, gens des médias, vous pouvez les poser comme ça sur le fly en mettant votre masque et en postillonnant vers l'infini et non vers votre voisin. Ou encore, ça peut se faire de façon individuelle. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci aux personnes qui ont pris la parole. Le portrait, vous l'avez là. Oui, c'est ça. Merci à ceux et à celles qui ont pris la parole. Merci beaucoup. Merci aussi au Centre d'amitié autochtone qui est là avec Mme Daou depuis le début. Alexandra, quand elle a fait ta petite maison, sa quatrième, sa rue de chemin Saint-Levin, c'était juste pour des repas. Oui, je la connaissais pas enseignante, que madame. Oui, Quelque chose, ouais, c'est ça.